Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Média Pro, l'émission qui décrypte pour vous l'actualité audiovisuelle et surtout médiatique. Ce soir, on va aborder justement le traitement médiatique des manifestations pro-palestiniennes un peu dans le monde, notamment aux États-Unis et en France. Avant de commencer le débat avec mes experts, laissez-moi vous montrer un petit peu les quelques images fortes des mobilisations estudiantines aux États-Unis en soutien au peuple à Gaza. We will not stop, we will not rest. We will not stop, we will not rest. Disclose, divest. We will not stop, we will not rest. Disclose, divest. Hey, we need you to move back for us, please. Move back. Don't pressure him! Don't touch them! Don't touch them! Don't touch them! Don't touch them! Voilà, c'était des images brutes des manifestations pro-palestiniennes aux États-Unis, notamment la première manifestation a démarré justement à Columbia, à New York, et qui s'est étendue sur d'autres États des États-Unis. Faisal Matawi, comment explique-t-on ce phénomène, sachant que les États-Unis étaient jusque-là branchés sur une manifestation populaire? Aujourd'hui, c'est carrément les étudiants qui s'engagent dans la question pro-palestinienne. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un grand mouvement de manifestation en faveur de la Palestine et dénonçant les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité commis par Israël aux États-Unis. D'ailleurs, les États-Unis, c'est le pays où il y a eu le plus de manifestations au monde. Tout à fait, tout à fait. Pratiquement dans tous les États. Hein. Oui, et parfois dans plusieurs universités dans les États, comme New York, Washington, absolument, la Californie, ou bien le Texas, et même d'autres États connus justement aux États-Unis par leur, je citerai Stanford, Harvard et d'autres. Hein. Yale aussi. Yale, oui. MIT aussi, le Massachusetts Institute of Technology, qui est disons, un symbole, parce que l'MIT a été toujours un institut proche d'Israël. D'ailleurs, une partie du financement de cet institut vient de l'armée israélienne directement.
parce que l'armée israélienne demande à cet institut de développer des armes technologiques modernes ou sophistiquées pour continuer bien sûr à commettre des crimes contre les civils à Gaza et ailleurs. Et malgré ça, il y a eu quand même des manifestations à MIT, à Boston, aussi à Emerson College, à Boston. Le mouvement, vous l'avez dit, a démarré de Columbia, la célèbre université de New York, là où enseignait le célèbre penseur pro-palestinien Edward Said, et aussi l'université de New York, en Californie, en Texas. Actuellement, on parle de 45 universités qui sont touchées par ce mouvement favorable à la Palestine, dénonçant les génocides, dénonçant les crimes. Évidemment, on a vu, comme on l'a vu dans les images diffusées au début d'émission, comment la police a intervenu dans les campus. Aux États-Unis, il est interdit à la police ou au service de sécurité d'intervenir directement dans le campus, à moins qu'il y ait une demande de la direction de l'université. On a vu qu'en Colombie, malheureusement, c'est une Égyptienne, c'est une Américaine d'origine égyptienne, Nahmat Shafiq, qui est présidente de l'université de Colombie, qui a demandé donc à la police d'intervenir. Et on a vu, et c'est un mouvement merveilleux, on a vu comment des étudiants sont allés devant la maison de Mme Nahmat Shafiq, qui est une Égyptienne avec nationalité britannique et américaine, ont commencé à crier le soir, pour dénoncer ce qu'elle a mis, ce qu'elle a commis, et d'autres enseignants. Il y a des enseignants de confession juive qui ont rejoint le mouvement, et aussi des étudiants. Ça veut dire que pas tous les juifs sont des sionistes. Ceux qui s'opposent à ce mouvement sont des sionistes. Et malheureusement, on l'a constaté dans certains médias américains, dans pratiquement la plupart, ceux ont tout de suite dénoncé le mouvement. Vous avez un journal aussi prestigieux que le New York Times, qui était un journal qui, jusqu'à une date récente, était un journal qui équilibre le traitement de la question par rapport à la Palestine, même s'il a une tendance pro-israélienne, qui a dénoncé le mouvement en parlant d'antisémitisme, en parlant de destruction des biens, en parlant d'agression contre les étudiants de la confession juive. Tout ça est faux. Et aux États-Unis, il faut savoir que beaucoup d'universités sont détenues par des hommes d'affaires. Et certains sont proches d'Israël, comme ceux qui détiennent une bonne partie du capital de l'université de Harvard, qui ont menacé de retirer l'argent. On parlera justement du financement, comme c'est le cas en France, où le financement de la prestigieuse école de Sciences Po a été supprimé. Sofiane Baroudi, l'historique des manifestations justement estudiantines aux États-Unis n'est pas la première, mais elle est la plus importante aujourd'hui, avec ce mouvement pro-palestinien, on va dire, qui dénonce le génocide à Gaza. Justement, pour faire un petit point historique, il faut revenir loin en arrière, jusqu'à la fin des années 60, pour avoir des mouvements d'une telle ampleur. À l'époque de la guerre au Vietnam. Exactement, notamment les mouvements de 68 qui ont secoué l'Europe et aussi les États-Unis, qui étaient des mouvements révolutionnaires où il y avait des étudiants, mais aussi d'autres segments. C'est d'ailleurs aussi une des caractéristiques de ce mouvement-là. À l'époque, il y avait le mouvement anti-guerre, notamment pour stopper la guerre au Vietnam. La fameuse Peace or Love. Exactement. D'ailleurs, même ce qui n'est pas connu, c'est que l'Algérie a eu un rôle très très important dans les mouvements contre la guerre au Vietnam. La fac centrale à Alger était un des fiefs de la mobilisation des étudiants vietnamiens, et même des figures américaines se sont rendues en Algérie, comme par la célèbre Angela Davis, qui a d'ailleurs un rôle actuellement dans le mouvement qui était dans les Black Panthers, il faut le rappeler. Black Panthers, dans le mouvement à côté des Black Panthers. D'ailleurs, actuellement, l'un des segments de ce mouvement unitaire, c'est ce qu'on appelle le Black Lives Matter. Et c'est un mouvement associatif qui lutte justement, si vous voulez, pour l'égalité entre les Afro-Américains et les Blancs, et contre une société considérée comme étant racialiste. Un autre segment du mouvement, c'est la gauche du Parti démocrate. La gauche du Parti démocrate incarnée par le sénateur Bernie Sanders, qui représente d'ailleurs les juifs antisionistes, ou alors les juifs anticolonialistes. D'ailleurs, si tu permets, on n'a pas malheureusement ramené pour la circonstance la photo, mais l'une des premières photos sur Bernie Sanders, c'était ces manifestations. Il était, je crois, étudiant, il manifestait contre la guerre au Vietnam. Exactement. D'ailleurs, on en avait parlé dans une des émissions sur la résurgence du mouvement anti-guerre et du mouvement pacifiste aux États-Unis. Alors, ce qu'il y a à savoir aussi, c'est qu'il y a une évolution et une radicalisation de ce mouvement. Parce que dès le début du génocide contre le peuple palestinien, il y a déjà eu des insurrections de l'opinion publique aux États-Unis. Mais ce qui change, c'est d'abord les formes de mobilisation, parce qu'on est passé par exemple de manifestations de rue
à des formes de blocus, d'occupation, et donc il s'agit vraiment d'une montée. L'une des revendications des étudiants, au-delà du fait qu'ils dénoncent le génocide à Gaza et qu'ils appellent à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et même dans les territoires occupés, les manifestants appellent les universités à boycotter les entreprises et les individus qui ont des liens avec Israël. C'est justement le mouvement BDS, boycott, désinvestissement et sanctions, qui a un historique depuis une quinzaine d'années. Qui a été créé aux États-Unis. Exactement, et qui depuis une quinzaine d'années se bat justement contre le régime d'apartheid sioniste, qui est caractérisé de régime d'apartheid par les plus grandes ONG qui défendent le droit international. Et il s'agit maintenant aussi de dénoncer, si vous voulez, la fourniture d'armes. Et d'ailleurs, en ça, les étudiants sont rejoints par les syndicats, et notamment les syndicats de dockers qui refusent de charger des armements non seulement aux États-Unis, mais ça s'est passé dans plusieurs pays, en Inde, en Belgique et ailleurs. On a vu ça en Australie, en Espagne, en Italie, en Irlande. En Irlande récemment, évidemment, à Dublin. les grands médias, les médias mainstream ne parlent pas beaucoup de ces mouvements, parce que c'est des mouvements importants. C'est la première fois dans l'histoire des États-Unis, il faut le noter, que des universités, avec ce mouvement massif de plus de 50 d'universités et instituts, dénoncent la politique d'Israël. Parce que vous savez que l'AIPAC, qui est donc l'American Israel Public Affairs Committee, qui a créé à un moment donné un mouvement à partir des années 70, lorsqu'il y a eu des mouvements pro-palestiniens, avec des enseignants, des étudiants, ce lobby, qui est un lobby pro-israélien, proche de la droite surtout israélienne, a créé plusieurs mouvements au sein des universités pour essayer de contrer le discours favorable à la Palestine. La technique utilisée, parce qu'il y a même des guides, comment contrer le discours pro-palestinien à l'université, comment culpabiliser les enseignants, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont culpabilisés, accusés d'antisémitisme. Mais on a vu même de gauche, un nouveau concept. Un nouveau concept, le wokisme aussi. Et là, dernièrement, je pense que c'est le Parlement, c'est les chambres des représentants qui a demandé à ce qu'on élargisse le concept d'antisémitisme. Parce que maintenant, le plus grave, et c'est ça le glissement d'un pays qui a une date récente donné des leçons au monde sur la liberté de parole, freedom of speech, qui interdit, si vous critiquez Israël, vous êtes antisémite. C'est ça le glissement, et c'est ça ce que beaucoup d'enseignants dénoncent. Et c'est pour ça que ce lobby juif avait rassemblé beaucoup de coalitions, qui sont en grande partie financées par des fondations, notamment une organisation qui s'appelle Hillel International, qui rassemble des étudiants et qui donne instruction d'abord culpabiliser les étudiants, les accuser de faire de la propagande de Hamas. Vous voyez les mouvements pro-israéliens qui sont très minoritaires dans l'université, lever la banderole Hamas propaganda, ça veut dire que Hamas fait la propagande, ou on parle de terrorisme, ou on parle de haine d'Israël, etc. Parce qu'il n'y a pas un discours qui peut justifier les crimes. Et c'est pour ça que ce mouvement d'université, je pense qu'il va avoir de l'influence d'abord sur les élites américaines, parce que beaucoup d'élites américaines se sont réveillées, certaines, et ont découvert qu'il y avait quand même une cause palestinienne qui précédait le 7 octobre 2023, et ont découvert qu'il y a un peuple qui réclame ses droits, et ont découvert aussi qu'il y a une autorité sioniste qui commet des crimes. Faisal et même Sofiane, sur les prochaines, qui sont dans quelques mois, les élections présidentielles américaines. On sait que, par exemple, le parti démocrate américain dans lequel et le candidat, le président Joe Biden est très mal loti actuellement. Oui, bien sûr, parce que, oui, il est mal loti. Moi, personnellement, je pense qu'il va perdre ces élections, parce qu'il y a une opinion hostile, une opinion très hostile. Et Trump est en train de profiter de ce mouvement. C'est pour ça que Trump évite de trop s'impliquer dans le discours. Remarquez qu'il ne parle pas beaucoup de la situation à Gaza. Il essaie d'éviter parce qu'il sait qu'il y a une hostilité très très forte. Je pense que je n'ai jamais vu dans l'histoire des États-Unis depuis le Vietnam où il y a une opinion qui s'oppose à la politique d'un État qui a choisi d'être pro-israélien et de s'aligner complètement. Et ce que disait tout à l'heure Sofiane sur les sociétés qui alimentent Israël en armement, etc., c'est nouveau, c'est vraiment nouveau. Là, maintenant, on commence à cibler comment les États-Unis, comment les entreprises occidentales soutiennent des crimes de guerre, d'autant plus que maintenant, il y a une procédure qui peut être engagée par la Cour de justice internationale contre les dirigeants israéliens et qui peut éventuellement toucher les dirigeants américains. Sur la question des élections, justement, moi je pense qu'on l'a déjà dit à plusieurs reprises. Le Parti démocrate a été pris dans un piège tendu par l'extrême droite sioniste.
directement. C'est-à-dire que la base du Parti démocrate, et même le Parti démocrate officiellement, est pour une solution à deux États, historiquement. Mais ce qu'on a vu durant les 7, 8, 9 derniers mois, c'est un soutien et même une complicité avec les crimes contre l'humanité perpétrés par l'occupation sioniste et aussi, il faut le dire, une forme d'aplaventrisme devant le gouvernement fasciste. Ce qui a été très mal pris par la base militante et notamment par la jeunesse radicale, parce qu'il faut savoir que le Parti démocrate, il y a des tendances. Et ce qu'on voit actuellement mobilisé, c'est la tendance de gauche, d'abord du Parti démocrate. Ensuite, le Parti démocrate avait les voix de ce qu'on appelle les minorités aux États-Unis. D'abord les Afro-Américains, qu'on a cités tout à l'heure, notamment représentés par Black Lives Matter, et eux sont profondément et historiquement pro-palestinien. Il y a aussi le mouvement latino-américain dit décolonial, représenté par une figure très importante qui s'appelle Lamont Grossfogel, qui est un grand professeur de Berkeley en Californie, qui lui défend la thèse décoloniale. C'est des portoricains pour la plupart. Il faut rappeler aussi que Puerto Rico a un mouvement indépendantiste et qui sont très actifs dans les grandes villes et un grand soutien du Parti démocrate. Tous ces gens-là sont actuellement mobilisés pour la Palestine. De l'autre côté, Donald Trump, lui, a un programme très clair. Lui, il est dans un soutien ouvert au messianisme d'extrême droite israélien. Et c'est en ça qu'il gagne aussi des points importants parce que le lobby sioniste est encore très puissant aux États-Unis. Merci Sofiane. On fait une courte pause et on revient au débat. On poursuit le débat justement sur les manifestations pro-palestiniennes dans le monde et avant de passer justement aux manifestations en France, je voudrais vous montrer cette image de la projection du film La bataille d'Alger de Gillo Pontecorvo, produit par Youssef Saadi, The Battle of Algiers, à l'université de Stanford et qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux puisque le film est devenu une référence pour les mouvements de résistance et surtout les combats pour l'indépendance des peuples. Oui, déjà, le département de défense américain avait déjà projeté ce film dans une séance d'études sur la guerre anti-guérilla, selon eux, parce qu'ils étaient embourbés dans la guerre d'Irak et également en Afghanistan. Et donc, la bataille d'Alger est un film de fiction, parce qu'on l'oublie. C'est un film italien de Gillo Pontecorvo et qui évoque une période, à un moment donné, la guerre de libération nationale en Algérie, les Algériens qui luttaient contre le colonialisme français en Algérie. Et donc c'est devenu une référence. Ça veut dire que le cinéma peut servir de référence. Le cinéma a permis d'ouvrir les yeux sur les crimes coloniaux en Algérie grâce aux caméras qui étaient dans le maquis. Et aujourd'hui, on a vu comment les journalistes qui mériteraient largement le prix Nobel de la paix cette année, les journalistes palestiniens qui travaillaient à Gaza, parce qu'on a oublié qu'il y a presque 140 journalistes. 146 au dernier chiffre tués, caméramans, photographes et journalistes tués donc, à Gaza. L'image est importante et je pense qu'aux États-Unis, comme l'a si bien expliqué Sofiane, il y a effectivement un mouvement, un courant qui comprend que la colonialisation était un crime. Les États-Unis eux-mêmes sont nés de guerres de fratricide, de guerres de sécession, on en parlera tout à l'heure. Génocide des Indiens. Génocide des Indiens, l'occupation, ils ont brûlé des terres, ils ont détourné c'était la même chose pour l'Espagne, pour l'Amérique du Sud et le Portugal. La bataille d'Alger a été aussi une référence pour les mouvements militants noirs aux États-Unis, les Black Panthers. Chaque année, le mouvement portoricain à New York organise des projections du mouvement La bataille d'Alger et même les syndicats, les grands syndicats de travailleurs. Chaque année, c'est vraiment une sorte de cérémonie solennelle en hommage aux révolutionnaires. En parallèle, Sofiane, le Pentagone organise des projections pour étudier mais on va dire que la zone autonome d'Alger, l'organisation de la zone autonome d'Alger, ce coup est très important dans l'imaginaire révolutionnaire international, y compris aux États-Unis. Et qu'un personnage, par exemple, comme Frantz Fanon, révolutionnaire algérien d'origine martiniquaise, est vraiment le maître à penser actuellement de tout le mouvement progressiste, à la fois militant sur le terrain, mais aussi académique et universitaire. Et ça, c'est très important à le rappeler. D'ailleurs, le film sorti récemment de sur le docteur Frantz Fanon a déjà beaucoup de commandes aux États-Unis, en Allemagne et dans les grandes universités. Parce qu'il y a un intérêt très puissant pour la pensée fanonienne qui est née dans le courant révolutionnaire algérien et qui est encore très actuel et qui apporte, si vous voulez, des grilles de lecture pour ce qui se passe dans le monde, pour un vrai malaise. Parce qu'il y a le retour de ce qui a
été qualifié comme étant la barbarie. Donc il y a un sursaut nécessaire. Et dans ça, l'expérience algérienne, l'expérience d'émancipation algérienne s'avère quelque chose de complètement capital. Et c'est tant mieux que ce film d'Abdel Nour Zahzah que nous avons vu au Festival d'Annaba, le 4e édition, Festival de film méditerranéen, parce que vous savez qu'il y a très peu de photos de Frantz Fanon sur Internet et dans les livres, très peu d'écrits, très peu de documentaires. Et c'est tant mieux que les Algériens s'intéressent à ces Il y a des documentaires quand même. Mais ils sont Il y en a très peu étrangers. Je parle des étrangers, il y en a deux Algériens. Parce que nous avons besoin de ce point de vue algérien pour montrer cette pensée qu'a expliqué Sofiane, cette pensée anticoloniale basée sur de la science, parce que dans le film de Abdel Nour Zahzah, on voit Frantz Fanon l'engagement scientifique de Frantz Fanon pour lutter, parce qu'il y avait des méthodes de psychiatrie coloniale. Parce que le colonialisme, c'est pas uniquement l'occupation militaire, c'est la pensée, c'est les idées, c'est l'utilisation de la culture, l'utilisation de la science, comme c'est le cas actuellement. Le racisme aussi. Oui, le racisme, etc. Et donc cette pensée effectivement revient. Et c'est le moment aussi peut-être d'ouvrir un grand débat sur les méfaits de la colonisation historique. En Afrique et ailleurs dans le monde, jusqu'à ce jour, on a ces méfaits. Par exemple, vous avez la Grande-Bretagne qui était un empire colonial qui prend et qui pille les biens culturels du Ghana et qui les restitue au Ghana sous forme de prêt. Comment? On vole les biens et on les garde. Donc tout ça, je pense que cette pensée est en train de ressurgir et c'est tant mieux. Parce que c'est le moment peut-être de faire un procès au colonialisme sous toutes ses formes, grâce à ce qui se passe à Gaza. Il y a aussi un autre aspect très important à mon avis, c'est l'aspect, si vous voulez, de la répression militaire, sécuritaire et policière. Oui. Et tout le mouvement qu'on voit actuellement aux États-Unis et en France, il a aussi un volet important de lutte contre les différentes formes de répression policière et notamment de répression racialiste qui sont tirées des modèles coloniaux. Oui. Le modèle colonial israélien en Palestine occupée, qui est devenu vraiment, si vous voulez, le grand modèle du tout répressif, mais aussi les expériences qui étaient menées notamment en Algérie. Et je reviens, la résistance algérienne et le mouvement révolutionnaire algérien et toute la pensée qui est née sont devenus une référence. Sont devenus vraiment une référence très très importante, y compris au niveau scientifique, c'est-à-dire au niveau de la critique épistémologique de la science. Et c'est en ça où le parcours du docteur Frantz Fanon est important, parce que ça a été le premier à avoir critiqué les méthodes psychiatriques qui étaient réputées comme étant pseudo-scientifiques, mais qui en réalité véhiculaient un système raciste et un système de répression. Et ça revient vraiment en force et au cœur des universités, au cœur du monde académique, comme une critique systémique de tout le système international. D'ailleurs, par exemple, le 17 octobre 1961, le massacre des Algériens à Paris est devenu, si vous voulez, un cas d'étude spécifique pour les grandes universités aux États-Unis et au Mexique. Par exemple, il y a un grand scientifique qui s'appelle Raoul Sibeki qui a fait une analyse systémique par rapport à cet événement, à ce crime d'État qui est, si vous voulez, une première dans l'histoire, parce que c'est un crime d'État qui se passe dans le cœur de la métropole coloniale. Ça ne se passe pas, si vous voulez, dans la sphère du non-être, ça se passe vraiment dans le centre. Pour revenir un petit peu aux manifestations, certains médias ont affirmé qu'au-delà des universités, aujourd'hui, il y a les collèges, les lycées qui sont en train de se mobiliser pour justement la cause palestinienne. Et certains responsables politiques des pays occidentaux redoutent que ce mouvement touche un petit peu toute l'éducation des pays occidentaux. Oui, bien sûr, parce que à un moment donné, le mensonge, il a une durée de vie limitée. Et on prend conscience que, par exemple, les collégiens et même les lycéens sont doués de maturité politique qui, aujourd'hui, ne font plus confiance aux médias mainstream. Mais c'est parce qu'ils ont compris, effectivement, parce qu'on a pensé à un moment donné qu'on a dépolitisé les universités européennes et américaines, les lycées, etc. On a réduit les jeunes européens ou américains à la lutte contre la drogue, aux réseaux sociaux, à la consommation, à des idées superficielles. On a oublié qu'il y a quand même de la conscience politique. Et la jeunesse américaine, y compris dans les manifestations populaires, a montré un degré de conscience très très élevé. La jeunesse américaine a compris qu'il y a un génocide qui est commis en Gaza, malgré le blackout fait par les médias américains, parce que les médias américains maintenant sont dans une phase où ils sont en train de perdre leur crédibilité, totalement. Crédibilité parce qu'on ne peut pas continuer à mentir, on ne peut pas continuer à donner une seule version des faits, et ça montre aussi les limites des médias détenus par des lobbies, détenus par des capitaux étrangers. Le débat est ouvert aux États-Unis, y compris en Europe aussi, parce que lorsqu'on a un média qui est tenu par un homme d'affaires qui est proche d'Israël et qui empêche les journalistes de faire leur travail de journaliste, on l'a vu dans plusieurs médias, notamment français,
c'est un véritable défi à la liberté d'expression et aussi aux médias et au travail des médias. Oui, alors, l'aspect aussi, l'un des aspects les plus importants à mon avis, c'est qu'il y a vraiment une rupture générationnelle très importante. Oui, c'est-à-dire qu'on très voit clair. une mobilisation et un engagement de la jeunesse en faveur des Palestiniens, mais non seulement en faveur des Palestiniens, plus globalement en faveur d'une autre conception du système mondial qui est en plein effondrement, parce qu'il y a une reconfiguration profonde des rapports de force internationaux. Et de l'autre côté, il y a aussi une radicalisation des milieux d'extrême droite, ce qui risque de propulser ou alors de précipiter une confrontation ou des formes de guerre civile en Occident entre une jeunesse radicalisée à gauche et d'autres générations qui, eux, sont très radicalisées à droite. Ça peut aller vers des confrontations. Aujourd'hui, la référence de ces étudiants et même ces collégiens et lycéens, ce n'est plus les médias, mais les réseaux sociaux, notamment TikTok et Twitter, qui sont, disons, les médias sociaux les plus crédibles, entre guillemets. Hein, c'est aussi la contre-culture. On oublie la contre-culture, notamment la culture urbaine. Contrairement à Facebook, qui accentue une censure extrême contre ce qui se passe à Gaza. Oui, mais il y a des fonctionnaires, des salariés de Meta, l'entreprise de Meta. J'ai vu dernièrement une information qui ont dénoncé l'alignement de leur entreprise, des entreprises. Parce qu'il y a quand même des gens honnêtes qui travaillent aux États-Unis et dans le monde occidental, qui ont une conscience humaine et qui à un moment donné, en ont marre de voir des censures. Parce que Facebook... Il y a un mouvement dans la Silicon Valley. Oui, Silicon Valley, il y a un mouvement, il y a un peu... y compris à la Maison-Blanche. Parce qu'on a introduit une censure pro-israélienne. C'est une censure en faveur d'un État qui est accusé aujourd'hui par beaucoup y compris par la Cour pénale internationale, par beaucoup d'organismes internationaux, accusé de génocide, comme hier c'était l'Afrique du Sud, au temps de l'apartheid ou d'autres crimes, des régimes nazis, etc. Et donc maintenant, il y a une conscience qui se lève. Et je pense que ce mouvement des universités américaines, il va se développer. Je suis d'accord avec Sofiane, il peut se développer parce qu'on a essayé de pousser les étudiants vers la violence. On a envoyé des étudiants payés parce qu'on sait qu'il y a une organisation qui s'appelle Israel on Campus Coalition qui donne de l'argent aux étudiants. C'est écrit par la presse américaine, par une partie, pour les amener à manifester et aussi à pousser les autres étudiants qui sont pacifistes. Ils sont pacifistes, ils sont toujours restés pro-palestiniens pour qu'il y ait des affrontements, pour expliquer l'intervention de la police. Mais là, effectivement, je suis d'accord en quelques mots que les États-Unis, qui étaient un symbole de la liberté d'expression, des amendements, etc., de la liberté académique, parce que même les libertés académiques, il faut noter, ils sont touchés. Si vous faites des études expliquant que ce qui se passe à Gaza, c'est un génocide, un crime de guerre, vous pouvez être chassé de l'université et banni de toutes les universités américaines et occidentales. Ça, c'est aussi un autre problème. C'est grâce à Gaza, c'est grâce à la résistance des civils et des peuples palestiniens qu'on voit maintenant le monde occidental face à toutes ces contradictions. Alors, avant justement de poursuivre le débat, je voudrais vous montrer ces images du traitement médiatique des médias français sur les manifestations pro-palestiniennes à Paris, mais aussi dans d'autres villes en France, et qui a poussé justement la classe politique française à réagir violemment contre ce mouvement et qui a créé une véritable explosion ou débat politique sur la scène médiatique française. Les CRS qui délogent dans le calme les étudiants pro-palestiniens de Sciences Po Paris. Ces images ont été tournées par les grévistes eux-mêmes vers 11h30 ce matin. À l'extérieur, les grévistes sont exfiltrés par petits groupes. Nous sommes tous des enfants de Gaza. Nous sommes tous des enfants de Gaza. Des centaines d'étudiants manifestaient aux abords de Sciences Po, puis devant le Panthéon. 6 d'entre eux ont débuté une grève de la faim. Ils réclament notamment un cessez-le-feu permanent à Gaza, ainsi que l'arrêt du partenariat entre universités françaises et israéliennes. Les manifestations de soutien à la Palestine se multiplient. À Paris d'abord, le mouvement fait certains émules dans le reste du pays. À chaque fois, un nombre minoritaire d'étudiants. La pantalonnade Sciences Po continue.
Quand cette direction comprendra-t-elle que seule la fermeté est une réponse à cette chienlit? Je veux montrer ma solidarité avec le peuple palestinien et parce que je veux que ce mouvement aujourd'hui, il s'étende à toutes les facs. On a appris en fin de journée que via Valérie Pécresse que la région Île-de-France a annoncé qu'elle suspendait donc ses financements à destination de Sciences Po Paris, soit 1 million d'euros prévus pour 2024 dans le cadre de ce qu'on appelle le contrat de plan État-région. Alors pourquoi Sciences Po? Parce que la semaine dernière, à Sciences Po Paris, il y a eu le même genre de manifestation, ce qui a déclenché des négociations entre la direction de Sciences Po et les manifestants en question. Mais quoi qu'il en soit, c'est le signe quand même que tout cela est en train de prendre de l'ampleur, Guillaume Tabar. Vous êtes la seule à vouloir couper les subventions de Sciences Po? Écoutez, ça n'a rien à voir. Le sujet aujourd'hui, c'est qu'on va nommer, il va y avoir une nouvelle direction qui va être nommée à Sciences Po. Et moi, j'attends que cette nouvelle direction, eh bien, elle soit très ferme sur les principes républicains et qu'elle soit sans compromission. Encore une fois, qu'on soit d'accord ou pas avec la manifestation de ces étudiants, ce n'est pas possible qu'une responsable politique décide de suspendre les subventions d'une école, et pas n'importe quelle école, Sciences Po Paris, parce qu'elle n'est pas d'accord avec une manifestation. Et c'est pas parce qu'elle n'est pas d'accord. Hein. Elle dit que la question, c'est d'appeler à la sérénité et à la sécurité des étudiants. Non mais vous savez, ça a toujours fonctionné comme ça dans les universités. Pour vous, c'est un mensonge. Ah oui, mais bien sûr que c'est un mensonge, et ça ne justifie pas de retirer les subventions à un établissement, parce qu'en réalité, regardez, si jamais il y avait eu la même manifestation, mais en soutien au gouvernement israélien, est-ce que Valérie Pécresse, elle aurait supprimé la subvention? Non! Parce que ce qui les gêne, c'est la revendication de ces étudiants. Et c'est pas normal, quand vous êtes un responsable politique, de retirer une subvention à une école parce que vous n'êtes pas d'accord avec la manifestation. Vraiment, je lance l'alerte à tous les démocrates qui m'écoutent. La France est en train de franchir des paliers en termes de recul de la démocratie et des libertés publiques. Une présidente de groupe et une candidate... En ce moment même, d'ailleurs. Qui sont auditionnées par la Mathilde police. Panot, des conférences annulées, des écoles qui se voient perdre leurs subventions. Mais c'est pas la France, ça. Si à 10 ans, on avait dit aux Français que la France ressemblerait à ce qu'elle est aujourd'hui, avec la répression qu'on a vue sur le mouvement des Gilets jaunes, avec le 49.3 sur la réforme des retraites, quand on a une haute estime de la démocratie, on ne laisse pas faire. Et je veux vraiment que le message passe. Le pire qui puisse arriver, c'est que les gens restent silencieux. Il faut continuer de s'indigner. Si jamais on rend ça normal, alors on a déjà perdu. Voilà, sous les cris des étudiants de l'université ou de Sciences Po, l'université prestigieuse de Sciences Po, sciences politiques bien sûr, cessez-le-feu, c'est un message très fort des étudiants qui a été entonné un peu partout. Plusieurs universités en France, on a vu la carte avec notamment l'Île-de-France, qui est la région parisienne, mais également toutes les grandes régions, notamment les grandes régions estudiantines comme Rennes, Bordeaux, Marseille ou Lyon. Donc, messieurs, aujourd'hui, la scène politique française est un peu sous tension à cause de ces mouvements de protestation et de mouvements de solidarité avec le peuple palestinien. Qu'est-ce qui dérange réellement? On a vu tout à l'heure comment Valérie Pécresse, des Républicains, c'est la droite française, a supprimé carrément l'aide, la subvention de sa région à l'école de Sciences Po, une école d'où est sorti Macron, le président français. Oui, Sciences Po Paris, et même le Premier ministre, Yvan Attal. Sciences Po, c'est la formation des élites. En France, c'est l'école par excellence. Bien sûr, une partie des élites sont pro-israéliennes et pro-israéliennes. Il y a une partie qui est plus ou moins objective parce qu'elle voit que ce qui se passe à Gaza relève du crime de guerre, crime contre l'humanité, et donc elle a réagi par conscience humaine et par conscience aussi intellectuelle. Évidemment, quand on a une politique comme Valérie Pécresse, qui est donc alignée sur le soutien... Les thèses de droite et pro-sionistes. Soutenant complètement Israël, sans aucune... Bien sûr, perdant encore de route beaucoup de crédibilité, parce qu'on ne va pas... C'est pas la droite ou une partie de la droite française qui va donner des leçons plus tard sur d'autres dossiers. Son alignement est très clair aujourd'hui. Et comme ça, quand on touche maintenant aux universités, parce qu'on a aussi... La police est intervenue. Tout à l'heure, on parlait avec Sofiane
on parlait de la police qui intervient dans le calme, mais la police est intervenue pour empêcher une expression libre. Parce que la France est un pays censé être un pays démocratique, où toutes les opinions peuvent s'exprimer. On a empêché des étudiants qui étaient pacifistes, encore une fois, ils ne sont pas encore cassés, mais qui ont été empêchés de parler. Mais ça dévoile aussi un malaise, effectivement, dans la classe politique française, parce qu'à mis à part la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon, qui a eu une position très clair dès le début dénonçant les crimes. Lui et ses députés, il faut préciser. On a vu le député de France Insoumise. Absolument, qui sont attaqués de toutes parts, parce que Mélenchon était attaqué de toutes parts, était critiqué, accusé d'antisémite, accusé de faire la propagande de Hamas. C'est devenu mécanique. À chaque fois qu'on critique Israël, vous êtes antisémite. Or, Mélenchon, il défend le droit et le droit international, qui est très clair aussi là-dessus. Et ce mouvement d'étudiants, je pense qu'il va accentuer les divisions au sein de la classe politique française, et européenne en général, parce qu'on a vu comment l'Allemagne s'est alignée aussi sur et suscitant beaucoup d'interrogations au sein de la classe politique et intellectuelle allemande. Est-ce que c'est la culpabilisation par rapport à la Deuxième Guerre mondiale? Qu'est-ce que justifie cette position de l'Allemagne? Parce qu'on oublie souvent que l'Allemagne aussi était une puissance coloniale en Afrique. Donc ce mouvement des étudiants va encore une fois accélérer et montrer aussi accélérer les divisions et montrer aussi les contradictions. Parce que d'une part, on parle du droit international, on parle du droit humanitaire, on parle du droit de l'homme, on parle de la liberté d'expression, on donne des leçons aux pays du tiers-monde, on donne des leçons aux pays africains. Et de l'autre, lorsqu'il s'agit de défendre un droit qui est très clair, on empêche les gens de parler, de s'exprimer. Cette attitude est devenue maintenant flagrante et elle peut aussi avoir des conséquences dans le futur sur d'abord les relations de ces pays avec le reste du monde, mais aussi sur la politique intérieure. Oui, Sofiane. Alors, il y a un constat qui est vraiment clair, net et précis, c'est qu'il y a un glissement vers un régime totalitaire. Et ça, si vous voulez, il y a vraiment beaucoup de témoignages entrecroisés, non seulement, si vous voulez, d'activistes ou alors de militants de LFI, du Parti communiste, des syndicalistes, mais aussi, si vous voulez, de personnes lambda qui remarquent qu'il y a une atmosphère irrespirable, notamment en France. C'est-à-dire que toutes les voix dissidentes sont empêchées par la répression de pouvoir s'exprimer sur juste un cessez-le-feu, sur le droit à la vie, parce qu'il s'agit d'un génocide perpétré à ciel ouvert, et des voix s'élèvent pour dire juste stop. Et ces voix sont traitées de tous les noms, elles sont poursuivies. Il y a par exemple un syndicaliste connu en France d'origine algérienne qui est poursuivi pour terrorisme, alors qu'il n'a absolument rien à voir. Il a juste exprimé sa solidarité avec le peuple palestinien. C'est le cas aussi d'illustres intellectuels, artistes, qui, par le simple fait de s'exprimer, se voient poursuivis en justice, se voient aussi fermer toutes les vannes des financements, c'est-à-dire n'arrivent plus à travailler. Sur Twitter, juste un post sur Twitter. Oui. C'est-à-dire on est suivi, après on est poursuivi par le parquet antiterroriste. C'est invraisemblable, c'est surréaliste. Cela s'appelle de la terreur intellectuelle, parce qu'il y a même un chroniqueur qui travaille à France Inter, Guillaume Meurice, qui a toujours été sarcastique par rapport à la classe politique française dans son ensemble, qui est aussi attaqué parce qu'il n'a pas épousé les thèses qu'on a voulu imposer, c'est-à-dire défendre ou essayer d'expliquer l'attitude d'Israël, qui est présentée comme une entité qui se défend contre le terrorisme et qui défend son territoire. Donc après, effectivement, il y a de la terreur, et cette terreur intellectuelle rend avec tout le discours occidental développé depuis la Deuxième Guerre mondiale sur la liberté, sur le droit de l'homme, sur la Charte des Nations Unies, sur les droits de l'homme, etc. C'est devenu maintenant très très clair. Et merci Raza. L'atmosphère délétère de polarisation et, si vous voulez, le glissement totalitaire, parce qu'on a entendu par exemple le député LFI parler des différents mouvements de répression, les gilets jaunes, le 49.3 sur le code du travail. Et ensuite, ce qui se passe actuellement, il a oublié de mentionner aussi la terrible répression policière, notamment dans les milieux populaires, et la police qu'on accuse de racisme, et si vous voulez aussi la stigmatisation et l'islamophobie. Dans les banlieues, l'islamophobie aussi qui est vraiment récurrente et systémique. Tous ces éléments-là vont précipiter une explosion à un moment donné. Et il faut se figurer que toute la politique qui est menée, notamment en France, favorise, si vous voulez, une confrontation qui est imminente et que certains, à l'extrême droite, sont en train de préparer. Parce qu'il n'y a pas d'équilibre. Parce que dernièrement, il y a le film Avant que les flammes ne s'éteignent, qu'on a vu à Annaba, de Mehdi Fikri, qui a été attaqué par l'extrême droite. On a même essayé d'empêcher que ce film soit projeté dans la salle. C'est-à-dire que même un film de fiction qui parle des violences policières, il peut déranger. D'où, donc, comme l'a expliqué Sofiane, ce climat de terreur qui peut engendrer effectivement des violences, beaucoup de violences plus tard. Sofiane, il y a une militante politique d'origine palestinienne qui passe souvent dans les plateaux de télévision et qui est
souvent stigmatisée pour être proche du Hamas, Voilà, alors elle est simplement d'origine palestinienne. Rima Hassan. Elle est d'extrême gauche, mais on l'accuse. Ils oublient qu'elle est française. Bah oui, mais on l'accuse systématiquement de faire l'apologie du terrorisme. Or, par exemple, sur le thème de la guerre en Ukraine, les Ukrainiens ont le droit de résister. Les Palestiniens ont le droit de résister. C'est un peuple colonisé, occupé depuis 80 ans, selon le droit international. Et donc, ce double discours ne passe plus. Et il s'agit vraiment, pour la plupart des observateurs, d'un discours qui est simplement raciste, arabophobe, islamophobe et qui, si vous voulez, est en train de précipiter une stigmatisation qui devient intolérable parce qu'il ne faut pas oublier que maintenant, la classe populaire en France, les Arabes, les musulmans, sont devenus aussi un levier très très puissant, un levier très actif dans la sphère politique, artistique, sociale et qu'il faudra compter avec eux. L'avenir politique français. Merci messieurs, merci Sofiane pour cette conclusion. L'émission est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine justement pour parler toujours et encore des thèmes brûlants de l'actualité, surtout audiovisuelle et cinématographique. Restez branchés sur Al24 News.